Bienvenue dans le 20h de ce lundi, vous êtes sur RTI 1 à la une ce soir. Le gouvernement ivoirien, l'opposition et la société civile se retrouvent à la même table pour renouer avec le dialogue. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a conduit les échanges ce matin pour cette séance qui marque la reprise du dialogue politique. À Ferkessédougou, dans le nord de la Côte d'Ivoire, le projet de port sec prend forme. 254 milliards de francs CFA pour une infrastructure qui va s'étendre sur 732 hectares. Le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a effectué une visite technique sur place à Dekoka. À plus de 400 km de là, le lancement de la première aire marine protégée de Côte d'Ivoire a eu lieu à Grand-Bérébi dans le sud-ouest du pays. Un projet intégré qui verra le jour dans cette ville balnéaire afin de protéger la biodiversité, créer des emplois et aussi dynamiser le tourisme local. Dans le monde du sport, Jacques Anouma, anciennement président de la Fédération ivoirienne de football, annonce sa candidature à la présidence de la Confédération africaine de football, CAF. Bonsoir à tous. Le dialogue politique est relancé. Comme l'a préconisé le chef de l'État lors de sa prestation de serment, le Premier ministre a réuni ce lundi matin tous les acteurs de la scène politique ivoirienne, y compris la société civile. Ahmed Bakayoko a appelé à des échanges francs et sincères pour arriver à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Alexis Ouedraogo. Ils étaient tous bien présents ce lundi à la primature pour la relance du dialogue politique. Autour de la table, les ténors de l'opposition ivoirienne, PDCI-RDA, Front populaire ivoirien, EDS et autres organisations de la société civile. Cette séance d'ouverture a suscité en nous beaucoup d'espoir puisque le discours tenu a été un discours d'apaisement, un discours qui appelle à la confiance, un discours qui appelle également à œuvrer ensemble pour que la paix revienne dans notre pays. Vous savez qu'en tant que président de EDS, ayant pour référent politique le président Laurent Gbagbo, qui nous a toujours enseigné de asseyons-nous pour discutons. Je crois que nous sommes venus dans cet esprit de nous asseoir pour discuter et je pense qu'en discutant, on peut régler tous les problèmes et je pense que dans ce point, le gouvernement nous a donné l'assurance qu'on peut régler tous les problèmes. Nous avons toujours dialogué et ce n'est pas aujourd'hui que nous allons refuser le dialogue. Et le Premier ministre a fait une très bonne annonce, à savoir que nous allons reprendre et qu'il est très ouvert. En tout cas, nous voulons au niveau du Front populaire ivoirien et de l'AFD le remercier et remercier aussi le président de la République. Aujourd'hui, cette réunion est la preuve de ce que les Ivoiriens sont capables donc de régler leurs problèmes par eux-mêmes. Et déjà, les travaux avancent bien, des délais sont arrêtés. Le Premier ministre nous a proposé un chronogramme de travail. Je reste convaincu que d'ici, là, à la fin de ce mois, nous allons sortir donc des résolutions pour apporter un peu de paix, d'espoir et de quiétude au peuple de Côte d'Ivoire. Il y a un temps pour la guerre, les conflits, et il y a un temps pour la paix. Et je pense que le temps de la paix est véritablement arrivé. Parce qu'il y a un consensus qui s'est dégagé au cours de cette réunion. La société civile, elle espère que cette fois sera la bonne. Nous espérons que cette fois-ci, les acteurs concernés feront preuve de maturité, de responsabilité pour qu'on y parvienne. C'est sur instruction du chef de l'État Alassane Ouattara que le Premier ministre reprend les discussions pour mettre en œuvre les recommandations de la CEDEAO relatives à la CEI et surtout pour être en conformité avec le calendrier de la mise en place des institutions de la Troisième République. Avec son verbe franc, le Premier ministre Ahmed Bakayoko appelle à des échanges sincères tout le long du processus. Toutes les personnalités ici présentes ou représentées se connaissent dans ce pays. Il y a des liens de famille, des liens d'amitié, des liens de fraternité entre les uns et les autres. Il y a eu même des liens politiques, des liens d'alliance politique ou de désalliance politique. Nous nous connaissons tous. Nous avons en commun notre pays. Parlons-nous franchement, sans défiance, sans arrière-calcul, pour la paix, pour faire avancer notre pays.
En tant que chef du gouvernement, je veux vous dire ma pleine disponibilité à aborder toutes les questions. Et je le répète, bien heureusement, chacune des parties ici présentes a eu l'occasion de gouverner ce pays. Chacun connaît les contraintes du gouvernement et chacun connaît aussi les préoccupations de l'opposition. Mais il s'agit de notre pays. Ça ne sert à rien de nous voir toujours un jour trop tard pour faire l'économie des situations toujours bien regrettables. Je vous invite, à l'occasion de ce débat, nous puissions nous élever et faire la preuve que nous regardons notre pays, nos populations, nos militants qui souffrent à chaque fois qu'il y a des crises, que nous regardons l'intérêt supérieur de la nation. Soulignant que les différents premiers ministres qui se sont succédés à la tête du gouvernement ont toujours engagé le dialogue avec les partis politiques et les organisations de la société civile. De mémoire, le premier ministre Jeannot Kouadio-Aoussou les 27 et 28 avril 2012 à Grand-Bassam, le premier ministre Daniel Kablan-Duncan le 7 janvier 2013, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly du 21 janvier au 21 octobre 2019 pour la première phase du dialogue portant sur la récomposition de la CEI et les questions connexes. Un dialogue qui s'est poursuivi dans une seconde phase du 9 janvier au 17 février 2020. La loi pour la représentativité des femmes dans les assemblées élues est au cœur d'un séminaire à l'Assemblée nationale. Elle avait été adoptée en juillet 2019 par les députés. Aujourd'hui, ce sont les élus, maires, conseillères municipales, députés et sénatrices qui s'en imprègnent pour une meilleure application. Moussa Konaté. La participation de la femme à la vie politique de la nation. Le sujet est au cœur de cette rencontre à l'hémicycle. Des femmes députées, sénatrices, maires et conseillères municipales échangent sur la loi relative à la représentation des femmes aux postes électifs. Pour que les partis politiques soient motivés à plus choisir les femmes dans les instances de prise de décision, il y a quand même quelque chose qu'on a mis dans le texte qui dit que le parti politique qui va choisir les femmes, 30% des femmes, comme le choix de leur parti, ils vont avoir une subvention de l'État. Donc cela peut pousser, bousculer les choses pour que les femmes puissent être choisies. Est-ce que j'ai le soutien des dirigeants de mon parti politique? Est-ce que il ne faudrait plus que les femmes se posent toutes ces questions? Parce que notre chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui a cru aux femmes, et il nous a donné cet outil. 29 femmes députées sur 251, 19 sénatrices sur 99. 16 femmes élues maires sur les 201 communes et une seule femme présidente de conseil régional sur 31. Des chiffres en deçà des attentes. Une insuffisance que les autorités ivoiriennes souhaitent voir corrigée grâce à la loi sur la présence des femmes dans les assemblées élues. Cette loi marque une nouvelle ère, en effet. Celle de l'éveil de la conscience politique des femmes dans une Côte d'Ivoire où chacun et chacune apporte sa pierre à la construction de l'édifice national. Honorables députés, vénérables sénatrices, mesdames les maires, en votre qualité de représentants du peuple dans vos différentes instances, votre engagement à amener le maximum de femmes à se porter candidates, à les encadrer, est essentiel pour l'atteinte du quota minimum de 30% de femmes candidates et à améliorer leur participation dans les assemblées élues. La loi favorisant la représentation de la femme dans les assemblées élues a été adoptée par l'Assemblée nationale en juillet 2019 et par le Sénat en octobre de la même année. Le projet du port sec de Ferkessé-Dougou dans le nord de la Côte d'Ivoire se met en place. 254 milliards de francs CFA pour une infrastructure qui va s'étendre sur 732 hectares. Le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a effectué une visite technique sur le site à Dekoka. Kader Sogodogo. Dekoka, 5 km après Ferkessé-Dougou, en route pour Ouangolo-Dougou. Accueil dans la pure tradition Sénoufo pour le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Albert Flendé. L'émissaire du président de la République est en mission dans le cadre du projet de port sec de Ferkessé-Dougou, où se développent des activités commerciales grâce à la mer. Si la mer ne coule pas à Ferkessé-Dougou et dans tout le nord du pays, les pays frontaliers peuvent servir de fer de lance au projet port sec. C'est un projet
qui concerne le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire. Mais c'est un projet qui bénéficie non seulement au Tchologo, donc à Ferké, mais aussi même au district des Savanes, à toute la Côte d'Ivoire. Et donc c'est un projet qui va sauvegarder la durabilité ou la durée de nos pistes et de nos autoroutes, parce que les gros camions qui descendaient par la route vont s'arrêter ici et pour approvisionner la Côte d'Ivoire, le sud, ça va être par le train. Vous voyez, aussi bien pour le bétail, pour le pétrole et les autres marchandises. Puisqu'il s'agit d'un port, ça sera un port relais entre Abidjan et puis le reste de l'Interland et le nord de la Côte d'Ivoire. 3 grandes composantes sont à noter dans le projet port sec de Fekese-Dougou. La première, c'est la construction d'une plateforme multimodale pour tout ce qui est entreposage de conteneurs ou de dépotage de conteneurs. Et la deuxième composante, c'est la construction d'un dépôt d'hydrocarbures de 62 000 m3. Donc un dépôt pour desservir toutes les populations nord comme tous les opérateurs du Mali et du Burkina Faso. Et la troisième composante est constituée de marché à bétail et d'un abattoir. Élus, opérateurs économiques et population ont la flamme de l'espoir, celle de voir démarrer très rapidement le projet de port sec de Fekese-Dougou. Désormais, on va venir avec tous les animaux, ceux qui viennent de Mali comme au Burkina, déposer ici. Et on ne va plus faire des transmanches, aller à Nyankara comme Kakioula, parce que c'est tout cela qui crée des problèmes de dégâts de culture et il y a beaucoup de conflits. Ça nous fait plaisir. Nous, on est tellement contents, heureux, comme la poste est venue. Au-delà de ce que nous faisons, ce qui nous reste maintenant, c'est la richesse pour la population. 254 milliards de francs CFA, coût du projet. Une superficie de plus de 730 hectares. Durée des travaux, 3 ans. Le premier coup de pioche sera donné début janvier 2021. Quittons le nord pour le sud-ouest ivoirien, précisément Grand-Bérébi, qui va bientôt abriter la toute première aire marine protégée du pays. Les objectifs de ce projet environnemental sont clairs: protéger la biodiversité, créer des emplois dans la région et redynamiser le tourisme local. Kolo Koulibaly. La création des aires marines protégées est un projet qui voit le jour grâce à un appui du gouvernement suédois et du système des Nations Unies. C'est une réponse à la diminution des stocks halieutiques, la dégradation des écosystèmes marins et côtiers. Les communautés locales doivent être impliquées dans cette initiative, elles doivent être consultées et se sentir concernées pour qu'en définitive, elles y adhèrent et elles puissent au final bénéficier des retombées, que ce soit en termes d'emploi, de ressources ou d'opportunités. L'inclusion des femmes est absolument nécessaire. Le gouvernement de Suède, nous pratiquons une politique extérieure féministe et sans les femmes, rien ne va passer. Dans cette ville balnéaire du sud-ouest ivoirien, Grand-Bérébi, au-delà donc de la protection de la faune et de la flore, c'est un projet intégré, bénéfique aux populations. Non seulement cette installation nous permet de préserver la biodiversité, mais aussi à terme générer beaucoup d'activités génératrices de revenus pour les populations. Nous allons donc avoir un certain nombre d'infrastructures, des hôtels, des restaurants pour les pêcheurs, pour les artisans, pour les touristes. L'écotourisme va être vraiment amplifié. Et puis l'autre, c'est qu'il y aura la construction, l'ouverture et la réfection des voies de communication qui permettront de désenclaver les localités de la région de Grand-Bérébi. Ce premier site du réseau des aires marines protégées, d'une superficie de 23 480 hectares, peut compter avec le soutien du ministère des Affaires maritimes qui entend jouer toute sa partition. Nous avons fait prendre en Conseil des ministres des décrets protégés dans le cadre du sauvetage en mer et dans le cadre du code ISPS. Tout ça pour être efficace. La destruction de la flore, de la faune, la destruction du milieu marin, eh bien, on peut totalement juguler cela. Après Grand-Bérébi, 4 autres aires marines protégées vont voir le jour. Il s'agit des sites transfrontaliers de l'embouchure du fleuve Cavali à Tabou, des îles Éotilées, de la forêt classée de Dacioko et le parc national d'Azani.
Un autre projet qui prend forme cette fois dans le secteur avicole et en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes Ivoiriens, plus exactement 3300 jeunes. Lancé en 2018, le projet est actuellement dans sa phase pilote. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes vient de mettre à disposition des jeunes de Korogo 3 fermes. Mahama Traoré. La région du Poro est prise en compte par la phase pilote du projet d'insertion de 3300 jeunes dans le secteur avicole. L'État va ainsi subventionner la construction de 14 fermes, dont 8 déjà réalisées pour la phase pilote. Les 3 dont bénéficie le village de Kachamwavogo dans le département de Korogo viennent d'être inaugurés par le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. On n'a jamais fait une ferme, mais on allait faire la formation à Abidjan, à Zagué précisément. On a fait deux mois de formation. Après la formation, on est venu, ils ont commencé à construire. J'espère qu'avec le projet, ils vont en sortir. Sur les 128 fermes prévues pour la phase pilote du projet d'insertion de 3300 jeunes dans le secteur avicole, 118 sont déjà disponibles. Les fermes seront également accompagnées de kiosques de vente de produits avicoles. Ces 8 fermes vont coûter 111 95 800 francs CFA. Il y aura des agents d'encadrement, puisqu'il y a 20 agents d'encadrement qui vont vous suivre et s'assurer que même après la mise à disposition donc, de la ferme, vous puissiez continuer à travailler, bénéficier de leur expertise. Le projet d'insertion de 3300 jeunes dans le secteur avicole est piloté conjointement par l'agence Emploi Jeunes et le programme d'appui à la production avicole nationale PAPAN pour un coût global de plus d'1 milliard de francs CFA. Cette phase pilote va générer 659 emplois directs. Comme ces jeunes aujourd'hui aviculteurs, ils sont plus de 5000 jeunes à avoir bénéficié du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences, notamment grâce à l'expertise de l'Agence nationale pour la formation professionnelle. Ils viennent de recevoir leur diplôme d'honneur et certificat d'apprenti. Franck Quadio. L'action est symbolique, mais pleine de sens. Remise de diplômes d'honneur aux maîtres et pour les apprentis, remise de certificats. La cérémonie marque la fin de la seconde phase du PGDEC, Projet Emploi Jeunes et Développement des compétences, qui a mis en apprentissage de 2017 à 2019 plus de 5000 jeunes. Nous avons été formés sans ces attestations, sans ces diplômes, ça n'a pas vraiment de valeur. Donc aujourd'hui, avec ces attestations, avec ces diplômes, nous pouvons aussi aller dans d'autres entreprises et cela va nous donner plus d'importance vis-à-vis des recruteurs. Ce projet d'apprentissage est vraiment un projet novateur au niveau de la Côte d'Ivoire. L'étude d'impact de ce projet a montré que les jeunes ont un revenu augmenté de 15%, leur présence en entreprise augmente la productivité des entreprises et surtout, les jeunes qui étaient dans le projet donc, ont développé leurs compétences techniques. Des jeunes, des apprentis, aux activités aujourd'hui certifiées, cette formation a été possible grâce à l'expertise de l'AGFOP. 12 623 jeunes mis en formation pour l'ensemble du projet qui s'étend de 2012 à 2020. Une formation à fort impact et saluée par le représentant du secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Aujourd'hui, ils bénéficient de diplômes de qualification. À la longue, c'est d'avoir les anges de l'économie, des jeunes gens, des jeunes Ivoiriens qui sont à même de s'élever au-delà des vicissitudes et des contingences quotidiennes pour pouvoir se présenter comme de véritables entrepreneurs. La formation par apprentissage, le gouvernement remet le couvert bientôt. En 2021, sera appliquée la 3e phase du PGDEC. Les 2 premières phases ont bénéficié du soutien financier de la Banque mondiale. Le domaine de l'artisanat séduit lui aussi de plus en plus de jeunes. À Daloa, dans la cité des Antilopes, la fabrication de sandales en cuir est aujourd'hui une activité en plein essor. La ville est même déjà une référence en la matière. Eugène Atoubé. Daloa, chef-lieu de la région du Haut-Sassandra. L'activité économique dans cette ville chaleureuse est dynamique. Et parmi les acteurs participant à ce développement économique de cette ville, baptisée aussi la cité des Antilopes, les fabricants de sandales. Leurs clients sont indifféremment des hommes, des femmes et des enfants de tous âges. Face à une offre riche et diversifiée, chacun trouve son goût. J'ai vu là, je suis, en tout cas, ça m'a plu. Le dimanche, je peux porter parler à l'église. Ça me plaît bien. La matière est bien jolie pour les tenues traditionnelles. Tu peux t'habiller tout simplement, que tu puisses être à l'aise. C'est à quoi ça me gêne cette chaussure. C'est 2000 en gros. Détail
on fait à 2500. Pour enfants, on vend ça à 1000 francs, en gros, quelque chose de modèle. Grâce à ces cordonniers travaillant dans des ateliers sommaires, les sandales fabriquées ont acquis une renommée qui va au-delà des limites de la commune. Les sandales, fruits de leur génie, sont devenus des produits labellisés Made in Daloa, tout à l'honneur de ces artisans locaux. Il s'agit de Daloa. Pour nous, en tout cas, on s'équipe dessus. Quand tu payes, pour que tu reviennes encore. Quand tu vois la clientèle, on dit ça y est un peu Burkina, un peu Mali. Même il y a d'autres qui s'en vont, ils peuvent faire 2-3 mois, ils reviennent encore. Je viens de s'ouvrir, je vendais des chaussures. Les chaussures là, c'est bien. Quand je prends pour sortir là, les gens payent. Aujourd'hui, les clients affluent de partout pour des achats en détail ou en gros. Non seulement pour les prix, mais encore pour la qualité du matériau utilisé et la technique de fabrication même. Technique dans laquelle apparaît tout le génie de ces cordonniers, non sans quelques fantaisies, selon la tendance et pour répondre à une exigence commerciale. Le cuivre nous est livré par ceux qui font les peaux de moutons avec un peu de peau de bœuf, les peaux des panthères, les peaux des animaux. On travaille avec du caoutchouc aussi, on fait le mélange pour pouvoir créer le modèle africain. Et puis il y a les clients aussi qui viennent nous donner des modèles qu'ils ont vus ailleurs. À travers ça, nous aussi, on crée pour nous. Depuis qu'on a commencé à faire le travail de chaussures de Daloa, là, il n'y a pas un jour quelqu'un qui est venu s'arrêter pour dire que ce chaussures là, c'est pas bon. Parce que nous, on fabrique ce chaussures là. On ne fait pas une machine, c'est avec les mains. Si on peut trouver des fabricants de sandales Made in Daloa au quartier commerce de la ville, aux alentours de la gare routière, le plus grand nombre est en activité sur le site du marché principal. Ils occupent une allée entière connue de toute la population de Daloa et de toute leur clientèle. Ce qui frappe, c'est l'organisation de ces artisans dont le souci majeur est de développer leur activité. Je suis là, c'est reconnu dans le monde entier. Je demande de l'aide vraiment à l'État ivoirien pour qu'il puisse nous aider. Surtout l'emploi jeune. N'a qu'à nous aider, on va améliorer nos activités. L'activité de fabricant de sandales a généré des activités connexes comme la vente directe faite par des détaillants ou celle de cordonniers couturiers, à l'image d'Ahmed. Son travail consiste à coudre les sandales nouvellement achetées pour leur donner une plus grande durabilité. Tu te cours là, ça dure en même temps. Pour le col là, ça ne sort pas vite. Tu payes la chaussure, tu dois coudre encore. Souvent c'est à 300, à 200. Ça dépend de la manière dont on coud. Tout un beau monde qui concourt à asseoir la notoriété des sandales Made in Daloa, produits à la fois économiques et touristiques, mais avant tout, moyen de lutte contre la pauvreté. Par mois, on peut gagner minimum 25 000 à 30 000. Un client même qui est en France, on travaille en WhatsApp. Il envoie les modèles différents et puis il m'envoie les photos et puis on l'expédie. S'il n'a rien pour la c'est 200 paires. Les fabricants de sandales de Daloa dans leur ensemble espèrent bénéficier des fonds agis pour les jeunes dans une optique de modernisation de leurs outils de production. En perspective, faire prospérer leur activité et compter comme acteur majeur dans l'artisanat et le tourisme en Côte d'Ivoire. Et nous vous proposons maintenant de faire le point de la lutte contre la maladie à coronavirus. 14 nouveaux cas de Covid-19 sur 1711 échantillons prélevés, soit 1,2% de cas positifs ce 21 décembre. 39 guéris et 0 décès. La Côte d'Ivoire compte donc 21 932 cas confirmés, dont 282 cas qui sont encore actifs. L'Agence européenne des médicaments vient d'autoriser ce lundi le vaccin Pfizer-BioNTech. Les campagnes de vaccination à grande échelle vont donc pouvoir commencer en Europe. Et selon les experts, la nouvelle variante du coronavirus qui fait son apparition ne résistera certainement pas au vaccin. On en vient à un sujet plus léger. Nous sommes à quelques jours des fêtes de fin d'année. Le district autonome d'Abidjan prépare sa traditionnelle illumination. Lumière et feux d'artifice vont apporter une touche particulière aux fêtes. Le coup d'envoi d'Abidjan Ville Lumière, c'est pour demain, mardi 22 décembre, dans la commune d'Abobo. Le reportage de Issaïo. Il n'y a pas de doute. La population du district autonome d'Abidjan auront droit à leurs festivités de fin d'année. Abidjan Ville Lumière et les feux d'artifice.
Sauf que cette année, la fête va se dérouler dans la sobriété en raison du contexte sanitaire marqué par la pandémie du coronavirus. N'empêche, l'équipe du ministre-gouverneur Robert Begremambé a pris toutes les dispositions pour que ces célébrations des fêtes de fin d'année soient belles et réussies. La capitale économique a donc fait sa toilette. Pour les illuminations, par exemple, 17 sites dans 6 communes ont été identifiés. Ce sont, entre autres, pour Cocody, l'esplanade du pont Henri Konan-Bédié, à Abobo, le rond-point de la mairie, à Koumassi, le grand carrefour et bien d'autres artères. Ce, à la grande joie des populations. Nous remercions le district d'Abidjan et ça embellit la ville de Koumassi. Ça fera plaisir aux enfants. C'est une très belle initiative. Concernant les feux d'artifice, des sites sécurisés ont été retenus dans différentes communes du district d'Abidjan, avec pour objectif éviter au maximum les attroupements. Autre fait important, en raison du coronavirus, le district autonome d'Abidjan, institution citoyenne, met un accent particulier sur le social, conformément aux recommandations du président de la République Alassane Ouattara. Les aides aux couches sociales en difficulté seront accrues. À cet effet, les populations cibles et institutions sociales bénéficieront de vivres et de non-vivres. Le lancement de ces festivités, c'est pour ce mardi à Abobo, sous le parrainage de la première dame Dominique Ouattara. L'Université internationale de Grand-Bassam compte 77 nouveaux diplômés. Après 4 années de formation, ils sont désormais titulaires d'un bachelor. Michel Digré. Ce sont 26 filles et 51 garçons diplômés de l'Université internationale de Grand-Bassam. Ils font partie de la 6e promotion et viennent d'obtenir leur bachelor. Donc c'est un honneur pour nous aujourd'hui en fait, de finir enfin notre cycle qui a duré 4 ans. On a été coachés et enseignés par les meilleurs professeurs. On avait une superbe relation avec eux. C'était vraiment des mentors qui nous ont accompagnés pendant ces 4 ans. Et ils sont là aujourd'hui pour nous récompenser. Pour les responsables de l'UIGB, la vocation première de cette université reste la formation de hauts cadres bilingues prêts pour le marché de l'emploi. Nous veillons au renforcement du partenariat entre l'UIGB et les secteurs publics et privés, ce qui nous amène à prendre en compte les besoins du marché de l'emploi dans l'élaboration et l'exécution de nos programmes de formation et de recherche. L'UIGB a également signé plusieurs partenariats avec des universités américaines et africaines de référence. 859 étudiants issus de 22 pays y sont inscrits avec 43% de filles. Et puis on termine en sport. L'ancien président de la Fédération ivoirienne de football annonce sa candidature à la présidence de la Confédération africaine de football CAF. Jacques Anouma lance officiellement sa campagne autour du concept « Servir le football africain ». Salif Ouattara. Je voudrais déclarer ouverte la campagne pour la candidature de Jacques Anouma à la tête de la Confédération africaine de football. Je vous remercie. Un seul mot d'ordre institutionnel. Soutenir la candidature de l'ambassadeur Jacques Anouma à la présidence de la CAF. En attendant l'annonce officielle des candidats retenus pour la présidence de la CAF le 11 janvier 2021, la Côte d'Ivoire continue de s'activer pour attirer les potentiels soutiens. Initié par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, en collaboration avec le groupement des éditeurs de presse, cette conférence publique a permis au candidat Jacques Anouma d'annoncer le système de jeu mis en place pour gagner ce match. Au poste arrière se trouve le comité des sages, encadré par le gouvernement tout entier, lequel est coaché par le Premier ministre et placé sous le haut commandement du président de la République. Voici, chers amis, notre schéma tactique de base. C'est un 4-4-2 évolutif. Modernité, responsabilité, transparence. Triptyque de la campagne du candidat Jacques Anouma, qui entend mettre à la disposition de l'Afrique
la somme d'expérience acquise depuis près de 35 ans dans le management d'associations sportives. Un CV qui parle de lui-même et retient l'attention des officiels. La Côte d'Ivoire est solidaire. La Côte d'Ivoire sait porter des grandes causes. La Côte d'Ivoire sait qu'elle a en vous un fils déterminé, un fils chevronné, un homme engagé, un homme déterminé, un homme intègre. Voici l'homme, Etche Omo. Je puis affirmer ici que la diplomatie jouera pleinement sa partition pour que notre frère soit porté à la tête de la Confédération africaine de football. Déjà soutenu par l'ensemble des anciens ministres des Sports qui constituent le comité des sages de la candidature, l'ambassadeur Jacques Anouma compte entamer bientôt un périple qui l'amènera dans les régions africaines afin de promouvoir sa candidature et recueillir le maximum de soutien. Merci de votre attention. Très bonne fin de soirée à tous sur RTI 1. Bonsoir et à demain.